voyez, on est super en forme ce matin. Bonjour à tous, bienvenue dans Ensemble c'est mieux. On a la pêche et vous aussi, on espère chez vous. On peut avoir forcément la pêche si on écoute Karl Brozac, évidemment. Moi je suis crevé, je viens de faire la chorégraphie. Plus d'énergie pour la suite, mais aussi, je suis sûre. Ah, c'est pour ça que vous avez emmené un livre ce matin. Oui, c'est ça, j'avais peur de m'ennuyer pendant l'émission, donc je me suis dit, je vais amener de quoi lire. Ça s'appelle Le Livre des Incompris, c'est un livre de Irène Guéraud, paru aux éditions Maurice Nadeau, je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a quelque chose de philosophique et sensuel dans ce livre, j'essaye de le mettre correctement. Je vais le faire à la hardisson, voilà. Ça marche, allez, à tout à l'heure. Une fois n'est pas coutume, nous nous intéresserons à nos cheveux ce matin, vous le voyez? Oui. N'est-ce pas, Justine? Exactement, on va savoir comment pimper notre coiffure. Pimper, Pimper, voilà. Bon, on découvrira ce que c'est que pimper sa coiffure dans quelques instants. Allez, tout cela façonne l'image que l'on a de soi. Nous traiterons également de la chirurgie esthétique. Elle s'est démocratisée. Comment évolue la demande? Quels praticiens consulter? Que penser du tourisme esthétique? Eh bien, c'est ce qu'on verra avec le docteur Anne-Michel Dalem, chirurgien plastique et esthétique à Pleumeur dans le Morbihan. Et puis Carole Gézéquel nous présentera un événement à ne pas manquer. Lundi prochain aura lieu à Rennes la première vente aux enchères d'artistes contemporains africains. Elle nous en dira plus sur ce marché singulier, ce marché artistique en plein essor. Et puis nous retrouverons la sélection culturelle de la semaine présentée par Sabine Marie-Murg avec des événements toujours inspirants sur les 4 départements bretons. Enfin, Billy nous présentera un nouvel animal à adopter à la SPA de Rennes. Oh, regardez, c'est pas mignon ça. Ariel, qui a 6 ans, vous attend et on verra ça dans quelques instants. Voilà, bienvenue à tous dans votre émission Ensemble c'est mieux. Comment allez-vous? Bien. Au mieux. Ah, j'aime bien quand c'est comme ça, le cœur qui sort du plateau. Ma chère Catherine. Oui, Laurence. Vous avez une bien jolie barrette, merci, oui. Coiffée par Pauline, on en parlera après avec Justine. Merci. Et la chirurgie esthétique. Alors, que celui ou celle qui n'y a jamais songé me jette la première pierre. Hein? Non, j'avoue. Non, personne ne jette de pierre. Qu'est-ce que je ferais là? Peut-être que je remonterais ça, je rendrais tout ça symétrique et tout. On a dû à un moment forcément y penser. Alors la chirurgie esthétique, oui. Mais non. Vous imaginez bien, Laurence, ce qu'on peut imaginer, c'est quand même, on ne sait plus, à la longue, si on imagine dans un monde où tout le monde en fait à forte dose, on ne saurait plus à quoi les gens ressemblent. Par exemple, Karl pourrait tout aussi bien être Xavier Dupont de Ligonnès, être sur ce plateau depuis des années et que la police écossaise ne soit pas en mesure de faire quoi que ce soit. Peut-être. Qu'allez-vous chercher? Non, mais maintenant comme... Oh mince. Donc voilà, on ressemble à qui et à ressembler à qui? Voilà, c'est ça la question. Ou ressembler à quoi d'ailleurs qu'on devrait se poser parce qu'à force de vouloir ressembler à tout le monde, on va l'évoquer, je pense, on finit par ne ressembler à rien puisque tout le monde n'existe pas, Karl. T'as vu, c'est presque de la philosophie. Ah ouais, là on y est, là. Et vous le connaissez peut-être cette citation qui dit que à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Et on l'a vu, malheureusement, j'imagine, vous en parlerez pour votre profession, on voit plus quand c'est pas réussi. Hein, c'est comme les trains, on voit que ceux qui n'arrivent pas à l'heure. Et du coup, les fiascos chirurgicaux sont quand même tels que on se dit quand même que quoi de mieux qu'une bonne tronche de travers biologique, naturelle, élevée au grain, voilà, sans additifs, sans produits chimiques ou quoi que ce soit. C'est de la merde, voilà. Donc, conclusion, en fait, dans tous les cas, c'est votre corps. Donc, vous en faites bien ce que vous voulez, chirurgie esthétique comprise. Donc, pourvu que vous ne laissiez pas les magazines, les chroniqueuses TV, vous dire ce qu'il faut que vous en fassiez. Donc voilà, pourquoi pas? Mais revendiquons aussi le droit d'être moche, mince. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, justement, comment enchaîner après ça? Je sais pas. En image, forcément, en image. Introduction sur la chirurgie esthétique. Mais comment tu fais pour avoir une aussi belle poitrine, toi? Ne le répète pas, mais merci la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, la chirurgie esthétique s'est démocratisée. En France, une femme sur 10 y aurait eu recours. L'intervention numéro 1 concerne la poitrine. C'est une opération sur 2. Viennent ensuite les interventions pratiquées sur les oreilles et le ventre. Le lifting, qui touche le visage, est désormais moins répandu. Et les hommes s'y mettent aussi. Pour monsieur, c'est le nez qui est privilégié, suivi par les paupières, la liposuction, la réduction mammaire et la transplantation de cheveux. Si la chirurgie peut libérer d'un complexe, attention toutefois à ne pas imaginer que votre existence va changer du tout au tout. Du style, quand mon nez sera moins gros, j'aurai enfin confiance en moi.
Et si vous êtes vraiment décidé, sachez que seuls les chirurgiens spécialisés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ont le droit de réaliser toutes les opérations. Les autres ne sont autorisés à effectuer des actes de chirurgie esthétique que dans leur domaine de compétences anatomiques. Par exemple, les paupières pour un ophtalmologiste ou le nez pour un ORL. Enfin, ne comptez pas trop sur la Sécu pour vous rembourser. Elle ne prend généralement en charge que la chirurgie justifiée par des raisons médicales. Alors, comme les stars, on passe sur le billard ? Ça reste à voir. Alors justement, on va essayer de voir tout ça avec le docteur Anne-Michène Dallem. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes chirurgien plastique et esthétique dans une clinique à Pleumeur. Est-ce que vous confirmez ces tendances nationales ? Absolument. Oui. Tout à fait. Les tendances, qu'elles soient nationales ou même régionales ici en Bretagne, se confondent avec ce petit topo que vous venez de faire sur la chirurgie esthétique. Alors malgré tout, vous dites qu'il y a quand même une toute petite spécificité bretonne quand même, hein, parce qu'il faut bien le préciser. Bretonne, je dirais la province par rapport aux grandes villes comme Paris, Lyon, Nice, où la demande est plus dans l'excès. Ici en Bretagne, nous sommes dans une demande, dans une démarche qui est plus vers le naturel. Plus vers le naturel et notamment en ce qui concerne les prothèses mammaires, c'est ce que vous expliquez. Absolument. Le plus petit volume. Plus petit volume. On est assez raisonnable en Bretagne. C'est une bonne nouvelle quand discret. même. Plus discret. Comment évolue la demande des patients ? On a parlé des hommes tout à l'heure dans le petit reportage justement. Et peut-être chez les jeunes, est-ce que l'influence des réseaux sociaux est de plus en plus importante ? Absolument. Absolument. On peut imaginer ce développement des réseaux sociaux, de la télé-réalité, de l'impact que toutes ces émissions peuvent avoir sur la population plus jeune et un besoin probablement d'identification à ces stars. Vous le constatez ça de plus en plus ? Oui, il y a une demande. Je dirais plus vers des gestes moins invasifs comme des injections de botox ou d'acide hyaluronique que vraiment la chirurgie invasive, mais une demande qui est grandissante et que l'on ressent tout un chacun en chirurgie plastique et esthétique. D'accord. Alors il y a une nouvelle demande qui émerge, c'est la demande de chirurgie intime. Ça pareil, vous le constatez également dans votre cabinet ? Également. La chirurgie de l'intime, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Vous parlez de gynécologie esthétique. Absolument. Ouais. C'est la gynécologie esthétique qui traite les imperfections ou les effets dus à l'âge, dus à la ménopause, qui peuvent poser des problèmes sur le plan de du ressenti de son corps, pour lequel une démarche se fait vers nos cabinets pour une amélioration donc dans ces sphères de l'intime. D'accord. Alors, est-ce que vous refusez parfois des demandes ? On a envie de vous poser la question parce que vous les jugez inadaptées. Bien sûr. Oui, ça arrive. C'est très important. Un chirurgien doit en même temps faire l'examen clinique, c'est-à-dire l'état physique de la patiente, et un examen psychologique. Ce qui nous est quasi aussi important d'aborder que l'aspect physique, parce que la démarche est autant physique que psychologique. Les refus, elles sont surtout d'ordre psychologique, mais aussi parfois d'ordre médical chez des personnes qui ont des contre-indications à l'anesthésie ou à un geste, par exemple la prise d'anticoagulants qui peut être un refus de notre part. D'accord. Alors malheureusement, du coup, ce sont peut-être des patients qui vont tenter d'aller à l'étranger pour se faire opérer. Je vous propose d'écouter le témoignage de Jessica et puis on en parle juste après. Bonjour, c'est Jessica, j'ai 37 ans. Je suis partie en Tunisie pour subir une liposuction ainsi qu'un lipofilling des seins. Je suis partie en Tunisie déjà parce que c'était beaucoup moins cher et j'ai très vite été mise en confiance par l'équipe qui s'est occupée de moi ainsi que le chirurgien. Et honnêtement, si c'était à refaire, je le referais sans aucun souci. Alors, petite réaction de la professionnelle que vous êtes, docteur Dallem. Je suis dubitative. Vous êtes dubitative. Pour quelle raison ? Le tourisme esthétique, pour moi, est quelque chose de très, très dangereux. C'est quelque chose, une démarche qui est vraiment à risque et qu'il faut prendre vraiment en connaissance de cause des risques que l'on encourt en partant se faire opérer à l'étranger. Parce que le suivi est moins bon ?
pour ça, pour cette raison-là principalement? C'est une prise en charge globale qui est pour moi médiocre par rapport à ce que l'on peut proposer ici dans l'Hexagone ou en Europe. La prise en charge, elle est quasi inexistante, sauf au moment de l'opération. Il n'y a pas de prise en charge préopératoire d'examen, comme je viens de vous l'expliquer, du corps, du physique, de la psychologie de la patiente. Parce qu'en France, il y a 2 consultations préalables. Il y a 2 consultations généralement presque obligatoires avant d'aborder une opération de chirurgie esthétique. Les personnes qui vont se faire opérer, que ce soit au Maghreb ou dans d'autres pays, les consultations se font par FaceTime ou par téléphone. Il n'y a pas d'examen corporel, il n'y a pas d'examen psychologique, il n'y a pas d'examen tactile aussi. Pour vous donner un exemple, par exemple, la qualité de la peau ne peut pas être examinée par FaceTime. C'est compliqué. Donc il n'y a pas de prise en charge préopératoire, mais il n'y a pas non plus de suivi. Post-opératoire. Parce que les patientes, au bout de 4, 5, 6 jours, reviennent dans leur pays d'origine, par avion, ce qui est déjà une contre-indication, a priori, et avec des complications qui, d'après les études, sont pratiquement de 50%. Il faut savoir qu'une personne sur 2 opérée dans ce cadre de tourisme esthétique génère une complication, qu'elle soit sévère ou qu'elle soit mineure. Mais c'est environ 47% de complications. Et une complication qui ne sera pas prise en charge, bien entendu, par la Sécurité sociale en France, et pour cause. Absolument pas. L'exception faite d'une complication sévère, grave, vitale, comme une embolie pulmonaire ou une hémorragie massive, qui, elle, sera prise en charge. Mais tout ce qui est complications mineures, je parle d'un hématome, une infection, une imperfection de résultat, une insatisfaction de la patiente. Tout ce genre de complications ne sera pas pris en charge ni par les chirurgiens plasticiens français, ni par la Sécurité sociale, il faut savoir. Donc vigilance. C'est une démarche risquée. Circuit court, même consommons local. Et puis on s'adresse seulement à des chirurgiens spécialisés, reconnus, qui font partie de nos 2 sociétés savantes qui sont la SOFCPRE et la SOFCEP, et dont les annuaires sont disponibles pour les personnes qui souhaitent une démarche vers une chirurgie esthétique sécurisée. Merci beaucoup, Dr Dalem, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Alors, l'image de soi, ça passe aussi par la coiffure, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous, Justine. C'est moins risqué. C'est moins risqué. C'est un peu moins risqué. C'est moins risqué, exactement. Eh bien oui, parce que quand on est pressé le matin, rien de tel que prendre un élastique dans sa salle de bain et de faire la traditionnelle queue de cheval. Mais aussi rapide et simple qu'est cette technique-là, ça manque d'originalité, un petit peu de caractère. Alors, comment apporter justement cette originalité dans ses cheveux? Comment attacher ses cheveux, mais tout en les laissant respirer? C'est ce que l'on va voir, nous, ce matin. Alors, est-ce que vous avez des astuces à nous donner? Oui, tout à fait. Les occasions de s'attacher les cheveux ne manquent pas. Faute de temps ou peut-être de technique, il n'est pas toujours évident de savoir justement bien les attacher. Et les accessoires, en tous les cas, peuvent vite résoudre ce problème-là. Donc, avant de parler de ma sélection d'accessoires, je vais vous donner les bons gestes à employer. Alors, le premier. On évite les élastiques avec une petite barre de fer. Vous savez, souvent, ça... Oui, tu vois bien, Carl, bien évidemment. Tous les matins, Carl s'attache les cheveux. J'ai une petite fille de 11 ans qui pratique. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, le problème du cheveu, le cheveu va s'enrouler autour de cette petite barre et donc ça va casser, bien évidemment, le cheveu. Comme tout ce qui est en caoutchouc ou en plastique. On va favoriser les élastiques à la fois souples et enrobés qui vont protéger la fibre capillaire des frottements. D'accord ? Ensuite, la numéro 2, ne serrez pas de façon excessive et évitez de faire des tours et des tours. Le petit bun, là, souvent, qu'on accroche, et voilà. Ça casse également votre cheveu. Ça a un effet lifting instantané si vous serrez bien la queue de cheveux. C'est parfait. C'est parfait. Impeccable. Oui, voilà, ça peut aider. Voilà, une autre fonction. C'est une autre fonction, exactement. Il faut préférer les choses un peu loose, ça sera beaucoup mieux pour votre cheveu également. On laisse, respirer, on apporte plutôt des attaches très loose, ou comme on peut voir à l'écran, juste une demi-queue avec un petit chignon. C'est sympa, ça. Ouais. Voilà, de façon très simple. On évite trop de produits fixants comme la laque. Si on a envie de donner un peu de texture à ses cheveux, on va favoriser les sprays salés. Et surtout, on va réparer vos cheveux fragilisés, donc vos pointes en général. On va utiliser des soins nutritifs fortifiants ou des bains d'huile à laisser poser toute la nuit ou juste la soirée.
en fonction de votre nature de cheveux. Carla a l'air conquis. Il imagine sa fille arriver avec les cheveux tout gras le matin. Le terme pour résumer mes cheveux, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la loose. Moi, c'est la loose au niveau des cheveux. Bon, en tous les cas, autre chose aussi, quand vous attachez vos cheveux, ne les faites pas mouiller. Attendez qu'ils soient secs parce que ça fragilise énormément. Oui, puis après, ça reste en place. La forme reste. Ah bah oui, complètement. On a la barre, effectivement, qui est bien marquée. Ouais. Alors, les fameux accessoires tendance dont vous souhaitiez nous parler, Justine. Ah bah c'est très joli. Voilà, j'en ai amené quelques-uns. Il y a le fameux serre-tête qui est extrêmement tendance en ce moment. Donc vous l'avez aussi en serre-tête velours ou en tissu avec des couleurs sympas. Sinon, il y a le serre-tête avec les perles. Avec la reine des neiges qui sort. Moi aussi, je croyais que c'était un rat de cou. Eh bien non, c'est un serre-tête. Ah ouais, ça peut être très élégant. Ceci dit, ça lui va très bien. Voilà, ça lui va très très bien. Ça fait rasta. Très bien avec le jean. Tout va bien. Tout va bien. Ensuite, il y a le foulard aussi, donc vous pouvez attacher directement sur vos cheveux, ou maintenant il est intégré à un nœud aussi. Que, voilà. Regardez Sabine, on a mis un petit. Que l'on peut mettre. Alors ça, c'est un headband. Ah, c'est un foulard. C'est encore un peu différent. C'est un turban. Eh ben non, c'est un headband, tout à fait. Vous avez le chouchou velours. Ah, le chouchou. Voilà, le retour des années 90. Ah, oui. Je vous en parlais la semaine dernière, mais voilà, le retour des années 90 et avec ce fameux chouchou. Mais très bien parce que justement, lui, il fragilise pas votre cheveu. Donc ça, c'est parfait. Vous avez les petites barrettes à perles comme on a justement dans les cheveux avec Catherine. Très sympa. On remercie Pauline d'ailleurs, qui a fait toutes ces jolies coiffures. Hein. Exactement, on va en parler de toute façon tout à l'heure. Et puis, il y a aussi les petits peignes qui sont très sympas, un petit côté rétro que vous allez juste positionner dans votre chevelure. C'est facile à utiliser, c'est assez joli. Et pour la petite info, justement, ces peignes sont ici d'une collaboration entre Pauline de Mademoiselle Paulette, donc qui nous a gentiment coiffé ce matin, et la cabane à perles qui vous propose des ateliers de A à Z pour fabriquer votre accessoire. Donc vous allez sélectionner au préalable en fonction de la nature de votre cheveu, et Pauline ensuite vous proposera de les placer directement dans votre chevelure. C'est pas mal d'ailleurs. Sympa, On a testé ce matin, alors est-ce qu'on voit bien? On est bien. C'est bien avec les cheveux courts. C'est assez chouette. Je me suis réveillée comme ça. C'est très joli. C'est très très chouette. C'est très très sympa. Je pense pas à nous. Mais si, pour les cheveux courts, vous pouvez prendre des serre-têtes, des accessoires, des barrettes, des headbands. Vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. C'est justement pour ça qu'on a les cheveux courts. Voilà. Ça évite. Donc ça veut dire qu'on peut apprendre, nous aussi, avec des ateliers de coiffure. On peut apprendre à faire soi-même. En fait. Voilà, puisque Pauline, en fait, propose, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais elle propose des ateliers, alors soit en individuel, soit en groupe. Alors en groupe, c'est souvent dans des ateliers à thème, donc comme pour justement les fêtes de fin d'année, elle va vous proposer des coiffures pour les fêtes de fin d'année. Ou en individuel, elle va vraiment parler en fait de votre mode de vie, du temps que vous avez le matin, de ce que vous avez envie de dégager en général. On est très complémentaires, nous, dans nos métiers, donc c'est parfait. On voit Pauline à l'œuvre, là. Et voilà, on voit Pauline à l'œuvre et elle va vous expliquer des techniques simples à réaliser au quotidien. Et voilà, moi je trouve que c'est une très très bonne chose. C'est super sympa. On peut expliquer juste vite fait ce qu'elle nous a fait? Tout à fait. Vous, Laurence, vous avez une queue de cheval basse, donc un peu revisitée avec plusieurs petites queues de cheval retournées et accessoirisées par ce fameux peigne de la cabane à perles. Ça fait pas mal, hein, je vous rassure, tout va bien. C'est impeccable. Oui, c'est très joli. En plus, ni trop serré, ni trop peu, c'est impeccable. C'est très féminin, c'est élégant, je trouve, en plus. Ça vous va très bien. Et puis sur Catherine, c'est une très jolie petite coiffure aussi. Alors Catherine, c'est très simple. C'est justement juste une petite tresse légèrement collée avec, pareil, une barrette à perles. On a conservé la nature du cheveu de Catherine, donc justement avec les cheveux bouclés. Naturellement beau. Mais oui. Exactement. Voilà, ça c'est nature. Et c'est court, sa coupe est assez courte aussi, donc voilà, une petite tresse de côté, ça habille tout de suite, c'est très élégant. Et sur vous? Alors pour le coup sur moi on a complètement attaché le cheveu. Alors, voilà, toujours cette petite barrette, j'ai une légère torsade sur le côté et les cheveux sont attachés avec des petites pinces petites pinces plates, je sais pas si on voit, petites pinces plates et petites pinces à chignon. Impeccable. Les machins qui partent dans le lavabo et qui bougent. Ah oui, on connaît tout ça. Allez, on vient de parler des cheveux, les amis. Ça tombe bien, car Jonathan, notre expert en environnement, va nous apprendre ce matin à créer un shampoing maison écologique. Bonjour, moi c'est Romain. Bonjour, moi c'est Carla. Bonjour, moi c'est Fabrice. Aujourd'hui, on vient voir Jonathan pour apprendre à créer un shampoing maison écologique. Bonjour Romain, Carla et Fabrice. Bonjour. Bonjour Jonathan. Un Français utilise en moyenne dans sa vie jusqu'à 800 bouteilles de shampoing en plastique. En plus d'être mal recyclées, elles contiennent des produits qui sont toxiques pour vous et pour l'environnement. On va fabriquer aujourd'hui un shampoing solide, naturel et zéro déchet. On va dans la cuisine ? On y va.
Pour fabriquer notre shampoing solide et écologique, on va commencer par préparer notre mélange pour faire l'équivalent de 3 bouteilles de shampoing de 250 ml, donc avec 100 g de shampoing solide. Et pour ça, on va verser 50 g de tensioactif SCI, qui est une poudre dérivée de l'huile de coco. C'est ce qui va faire mousser votre cheveu, ce qui va le laver. On va ajouter, pour dissoudre ce tensioactif, 10 centilitres d'eau. On va terminer en ajoutant 15 g d'huile de coco à notre mélange. Pourquoi l'huile de coco? Ça va hydrater et vraiment nourrir ton cheveu. On a maintenant la base de notre shampoing. On va pouvoir passer à la deuxième étape. Très bien. Super. Pour continuer la préparation, on va faire chauffer ce bol avec notre mélange au bain-marie 3-4 minutes en remuant bien avec une spatule en bois. Et on va renforcer l'action nettoyante du shampoing en ajoutant 25 g de cette poudre végétale qu'on appelle la poudre de shikakai, qui va faire que votre cheveu va être doux et ça va prévenir des pellicules. Elle va favoriser aussi la pousse de vos cheveux. Donc il y a vraiment plusieurs vertus. C'est important que ce soit à feu doux constamment parce que le tensioactif va se solidifier très vite quand ce sera en dehors du feu. C'est pour ça qu'il faut préserver une température un petit peu chaude pour que le mélange, on puisse le travailler et faire une pâte homogène. On va pouvoir le sortir du feu. Et ma petite astuce, c'est de parfumer ce shampoing avec de l'huile d'ylang-ylang et on va en mettre 15 gouttes. On va pouvoir passer à la dernière étape, celle du moulage de notre shampoing. On va maintenant donner une forme solide à notre shampoing pour qu'il soit facilement transportable. Il faut que le mélange soit encore un peu chaud. On va mettre notre mélange dans un moule à silicone. Je vais te demander de bien tasser. Maintenant qu'on a terminé notre shampoing, on va pouvoir le mettre au congélateur pendant 30 minutes, le démouler et le laisser à l'air libre sécher pendant 48 heures avant de l'utiliser. Donc vous pourrez vous faire des shampoings grâce à cette astuce écologique et aussi très économique pour vous. Merci Jonathan. Merci Jonathan. On résume. Pour réaliser l'équivalent de 3 bouteilles de shampoing, mélangez 50 g de tensioactif SCI avec 15 g d'huile de coco et 10 centilitres d'eau. Faites fondre au bain-marie et ajoutez 25 g de poudre de shikakai, puis sortez du feu et parfumez avec 15 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Versez le mélange dans un moule en silicone, puis laissez reposer au congélateur 30 minutes. Il ne vous reste plus qu'à démouler, laisser sécher 48 heures à l'air libre et votre shampoing solide sera prêt à l'utilisation. Merci Jonathan. Et puis on ne mange pas le shampoing parce que ça a l'air quand même de ressembler un peu à des cannelés, effectivement. Enfin, en tout cas, c'est une belle idée. Karl, cette semaine... Oh là, je vous ai réveillé, pardon. Non, pas du tout, mais non. Vous voulez nous parler d'un coup de cœur littéraire et philosophique. Oui, littéraire et philosophique. Il s'agit en effet, je l'ai déjà montré tout à l'heure, d'un livre qui s'appelle Le Livre des Incompris. C'est écrit par Irène Guéraud. Très très belle couverture, hein, j'hésite pas à la montrer. Non. Et c'est paru aux éditions Maurice Nadeau. Littérature et philosophie, effectivement. D'ailleurs, pour présenter Irène Nadeau, Irène Nadeau, ça y est, je commence. Irène Guéraud. On va en dire quelques mots. Cette jeune femme est écrivaine, elle est aussi universitaire, poétesse et traductrice de poèmes, notamment de poèmes espagnols. Je pense que, comme elle est prof de littérature comparée, elle s'intéresse beaucoup à l'Espagne et à l'univers hispanique. C'est un livre qui, déjà, alors, d'un point de vue purement pratique, moi je m'adresse à nos téléspectateurs qui aiment bien ouvrir un bouquin et puis qui le délaissent quelques temps, puis qui le reprennent. On est souvent comme ça. C'est-à-dire, on a autre chose à faire. Pendant une semaine, on va pas trop lire et puis on va se remettre dedans. Le Livre des Incompris, ce qui est formidable, c'est que ça raconte une histoire globale qui est vécue par un personnage, mais chacun des chapitres constitue une petite nouvelle en soi. Ce qui fait que si vous délaissez le roman quelque temps et que vous revenez après, eh bien vous ne perdrez pas le fil de votre histoire, et chacune des petites histoires qui est traitée comme une nouvelle est assez exaltante. Il s'agit d'une histoire notamment de rencontres. On parle de rencontres avec des livres, de rencontres avec des femmes, avec beaucoup de sensualité notamment. Alors, on l'a compris. Voilà, des petites histoires indépendantes, de la sensualité, quel programme. Mais pourquoi vous parlez d'un livre, d'une littérature philosophique ? Oui, pourquoi littérature philosophique ? Eh bien, déjà, le sujet, le héros du roman est un professeur de philosophie. On ne connaîtra jamais son nom, il parle à la première personne, et c'est un homme qui, effectivement, tout au long de sa vie, on suit son parcours sur à peu près 20 ans. Il a ses occupations, effectivement, à la fac de philosophie, on ne sait pas exactement laquelle non plus, c'est pas très grave. Et puis, c'est un homme qui est un amoureux des livres, donc qui va faire des kilomètres, des centaines de kilomètres parfois, il va aller dans d'autres pays à la recherche de livres inconnus, mystérieux. Et
souvent il va tomber sur des femmes dont il va évidemment tomber amoureux. Donc j'ai envie de dire, un chapitre égale une nouvelle, égale une rencontre sensuelle, érotique avec une femme, mais aussi avec un livre. Et ces livres ont la particularité d'être des livres étranges, mystérieux, des livres avec des pouvoirs inconnus. Et là, on bascule un petit peu dans le fantastique. Ce sont à chaque fois des livres qui veulent être autre chose que des livres. En fait. Des livres qui veulent être autre chose que des livres. Il va falloir que vous éclairiez tout ça parce que c'est un peu bizarre, non? Oui, c'est très bizarre et c'est un petit peu inracontable, malheureusement. Ça fait partie aussi du mystère et de l'attrait du livre. C'est-à-dire qu'on est à la recherche de livres qui n'existent qu'en un seul exemplaire dans le monde et qui, à chaque fois, veulent dépasser le simple pouvoir de la lecture. Je prends un simple exemple. Le premier chapitre nous présente un homme qui, au 19e siècle, le héros du livre retrouve sa trace, et cet homme était obsédé par l'idée, alors il n'a jamais existé évidemment, on imagine l'histoire, il était obsédé par l'idée de faire lire les aveugles, mais pas avec du braille, avec un autre procédé qu'il essaye de mettre en place, et il fabrique tout au long de sa vie, il veut fabriquer un livre fait d'une encre noire profonde, puisque cet homme estime que les aveugles ne voient pas la lumière, donc peuvent voir dans le noir profond, et il va passer toute sa vie à fabriquer des encres. C'est un peu un alchimiste de la littérature, et il fait tout ça évidemment parce qu'il est follement amoureux d'une jeune femme aveugle. Il a un rapport très sensuel, très érotique avec cette femme-là, et il veut aller jusqu'au bout du truc. Voilà, c'est un des exemples des livres qui sont présentés. Il y a aussi une femme qui écrit des poésies pour parler aux animaux de la nature, c'est assez étonnant. Bref, on est toujours à mi-chemin entre le récit réaliste et la fiction pure, basculée dans l'étrange, dans le fantastique, un peu à la Edgar Allan Poe ou à la George Louis Borges. Ouais, alors, et les autres atouts de ce livre? Parce qu'il en a déjà beaucoup, mais il y en a encore d'autres. Il y a un atout que je trouve très intéressant dans le livre, c'est que c'est écrit par une femme et que le héros est un homme. C'est quand même assez gonflé, je trouve, de la part d'une femme de s'immiscer dans la peau d'un homme, et elle y arrive très très bien, et surtout dans le désir masculin. Comment fonctionne le désir masculin? Irène Guéraud arrive à s'introduire dans la tête d'un homme et à nous faire désirer comme désirait un homme, même si on n'est pas un homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai que les deux désirs sont assez hermétiques l'un par rapport à l'autre. Passer par la chirurgie esthétique. Et sans passer par la chirurgie esthétique. Et là, c'est un véritable coup de force. En tout cas, c'est un livre qui donne envie d'aimer la littérature, mais aussi d'aimer tout court. Voilà, d'aimer tout le monde, d'aller à la rencontre de ces corps, de cet érotisme un peu solaire. Est-ce que vous nous liriez un petit extrait? Ouais, rapidement, je vais juste vous lire, histoire de vous donner envie. C'est justement... On est pris en haleine depuis tout à l'heure, mais là... dans une de ces petites nouvelles qui s'appelle... dans une de ces petites nouvelles qui s'appelle Ode magnétique, voilà la rencontre sensuelle avec une femme dans le cadre d'une voiture, puisque cet homme est emmené par une jeune bibliothécaire pour sortir de Florence et aller dans un mystérieux monastère où il doit trouver un livre. Le temps de sortir de Florence, envahi par les bus et les touristes et saturé de voitures, nous restâmes silencieux. J'observais Léonore à la dérobée, ses bras couleur de lin tendus vers le volant, la courbe de son cou, son port de tête souple et pourtant très droit, son profil de statuette étrusque ou de bas-relief antique. Une fois en train de rouler à travers les douces collines de Toscane, je sus enfin quelques petits détails d'elle, très peu, mais bien peu, mais cela me plaisait. Il me semblait qu'en français, sa voix était plus grave encore qu'en italien. À l'écouter, je me sentais légèrement grisé. Tout ce qu'elle m'avait dit d'elle, la façon dont elle me l'avait dit, tout en elle provoquait en moi une attirance fulgurante, tout en moi me précipitait vers elle. Wow. Oui, sensualité quand tu nous tiens, en tout cas. La température a monté de quelques degrés sur ce plateau. C'est ça, pécho ou pas pécho? Eh bien, je vous laisse découvrir donc, dans ce livre des Incompris d'Irène Guéraud. Très, très, très belle littérature, véritable coup de cœur. Gros coup de cœur. Merci, Karl, merci infiniment. On va poursuivre le voyage, mais cette fois-ci, on va passer de la Toscane à l'Afrique. Avec, la chaleur, toujours. À la chaleur, effectivement, avec vous, Carole. Il y a un événement à ne pas manquer. Ça se passe lundi prochain à Rennes à 14h. La première vente aux enchères d'artistes contemporains africains. Première dans le Grand Ouest, même. Première dans le Grand Ouest. Donc, on sort de... C'est ni de l'artisanat, ni de l'art tribal, puisqu'on en a déjà fait depuis près de 20 ans des ventes avec un expert qui a 96 ans et qui fait de l'art tribal. Mais là, on a décidé de voir le côté contemporain de l'Afrique avec ce marché tout nouveau qui a à peine une dizaine d'années. Ah oui, donc c'est très récent. Donc beaucoup de salons se sont créés, d'expositions itinérantes, mais aussi de ventes aux enchères qui ont commencé en Angleterre et aux États-Unis. Les plus grands artistes actuels sont des artistes nigériens et d'Afrique du Sud. Là, vous avez en couverture un artiste qui s'appelle Sekoto, qui est né au début du siècle dernier. Vous connaissez, Karl? Sekoto. Oui, je connais. Ah, très bien. Ça, c'est votre coup de cœur. C'est votre coup de cœur. Sekoto a vécu en France. Et il a terminé ses jours en France. Et là, nous avons des œuvres qui sont des années 40-50, et notamment cette œuvre ici, et une autre qui est une affiche, puisqu'il était également musicien, donc jazzman. Et on a aussi une autre œuvre qui présente une affiche qu'il a réalisée lui-même concernant un concert qui avait lieu justement
à Paris. Alors on remarque, c'est très coloré, c'est vraiment ce qui fait un peu la singularité de cet art. C'est difficile de dire singulier parce que c'est protéiforme complètement. Vous allez voir, on voit beaucoup de peintures, on se dit oui, on a déjà vu beaucoup de choses se sont créées. Mais si vous venez à l'exposition, vous allez avoir un choc de couleurs, d'énergie, de lumière. C'est vraiment quelque chose à voir, et également en Afrique maintenant. Alors, c'est un marché qui se construit beaucoup en Europe, parce que là-bas, c'est tellement diversifié, mais ça commence à se constituer. Mais aujourd'hui, il se structure par la vente aux enchères, parce que c'est pas facile de donner des cotes. Il faut faire très attention, parce que justement, il n'y a pas de catalogue les prix vont vite, et pour puis et parfois aussi les copies vont vite, parce qu'on sait que les Africains sont des grands copieurs, notamment au Cameroun. Donc ils savent copier, donc il faut faire très attention. Donc c'est pour ça qu'une vente comme ça se prépare sur un an, avec des gens qui connaissent bien l'Afrique, qui connaissent les galeries aussi, des contacts, et après convaincre les artistes de mettre en vente aux enchères, parce que pour eux c'est totalement nouveau. Ouais, ça c'est pas simple. Combien d'artistes seront représentés environ, alors prochain? Une soixantaine d'artistes, 120 œuvres à peu près, essentiellement des tableaux, mais aussi quelques sculptures. Donc venez, vous allez avoir un choc esthétique, artistique, je l'espère. De la couleur, de la chaleur. Vous connaissez un petit peu les uns les autres les artistes contemporains africains? Il y avait Ousmane Sow, le sculpteur magnifique, là, avec les sculptures splendides. À part ça, non, ça a des cours. Non, mais c'est déjà bien, parce que c'est quelqu'un qui a quand même montré la voie aussi à cet art. Donc, mais aujourd'hui, il y a des prix qui sont assez énormes, puisque des artistes qui faisaient peut-être 10 000 euros, maintenant peuvent faire 100 000. Il y a eu un résultat tout récemment à Paris, puisqu'il y a des ventes à Paris, il y a des ventes en province. La première chez nous en province, elle a eu lieu il y a 15 jours. C'est un artiste qui s'appelle Padeu, qui était P-A-D-E-U, et qui donc avait une cotation qui était estimée 5 000 à la vente et qui a fait 195 000 euros. Alors évidemment, il y a aussi de la spéculation, comme tout marché dans l'art contemporain, mais aussi il y a les gens du pays qui commencent, une classe moyenne qui aussi des investisseurs, des banquiers, mais une classe moyenne qui émerge et qui se réintéresse à sa culture. Donc qui achète aussi pour l'identité culturelle de ces œuvres et qui soutient en plus le marché des créateurs. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Rendez-vous donc lundi 18 novembre à 14h à l'Hôtel des Ventes de Rennes, place des Lys. Voilà. Merci. Exposition tout le week-end. Exposition tout le week-end, samedi, dimanche et lundi matin. Voilà, parfait. On va continuer à parler d'art et de culture avec vous, Sabine. Alors, dans le Finistère, on va commencer par lui, on est prêt pour une nouvelle expédition musicale. Oui, alors une sacrée expédition en effet avec le festival Invisible qui démarre aujourd'hui à Brest. Cette année, pour sa 14e édition, ce festival se décline sur 5 soirées qui sentent bon le camping. Alors, soirée pinard et homard, kayak, soirée bivouac, hamac et anorak. Ouais. Alors, pour la soirée pinard, Laurent Moalik, DJ et dégustateur, vous invite le musicien Vincent Malassi pour une dégustation en musique live au Centre d'art contemporain La Passerelle à Brest, mercredi prochain. Soirée bivouac avec entre autres le chanteur Fred Poulet, je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'adore. Pour la soirée Anorak, mardi 26 novembre, il risque de faire très chaud avec les venues du collectif A Stéréotypie. Alors 4 musiciens, 4 aventuriers ultra sensibles, ils sont autistes, produisent une alchimie étonnante. Je vous propose de les écouter dans ce clip intitulé Marie-Antoinette. Je vais vous raconter l'histoire de Marie-Antoinette. Tout le monde croit qu'elle a été décapitée, mais en fait non, c'était son sosie. Marie-Antoinette, elle est partie de Versailles avec Louis XVI. Ils sont allés dans un sous-sol très profond sous Paris. Du coup, personne ne sait vraiment où ils sont, mais c'est vraiment très profond. Le mystère, c'est qu'on ne sait pas quand ils vont sortir. Marie-Antoinette, elle est très vieille. Elle a 500 ans, 500 000 ans. Enfin, ils ont 500 millions d'années peut-être. C'est très sympa. Moi, je connaissais pas, mais c'est délirant. Oui, Marie-Antoinette, là, n'a pas fait de chirurgie esthétique. Oui, c'est étonnant, oui. Et en fait, c'est parti d'un projet d'un éducateur spécialisé qui a vraiment été étonné par le travail de ces 4 jeunes. Et lui qui était musicien, il a proposé au producteur de Moriarty donc de sortir des singles, etc. Et ce groupe tourne assez régulièrement. Oui, il a bien fait. Et puis ce groupe, il sera donc en concert mardi 26 novembre au Quartz. Au Quartz à Brest. Voilà. On se rend maintenant dans les Côtes d'Armor avec un grand temps fort demain soir qu'il ne faudra pas louper.
Alors accrochez-vous, Laurence, ce temps fort s'appelle la Nuit du cirque et c'est la première lancée par l'association Territoire du cirque, un événement national pour découvrir les multiples facettes de la création, toute sa vitalité. On est loin des images d'Épinal avec la trapéziste en paillettes, tout sourire. Là, c'est désormais un art à part entière qui peut déranger, interroger et avec notamment des spectacles que l'on va voir. Alors, le Carré Magique de Lannion propose une soirée, du coup, 100% féminine. Absolument. Alors, avec 2 spectacles, La Bête Noire de Raphaël Boitel, qui est une véritable contorsionniste, et Contra de Laura Murphy. Alors, c'est un ovni, Laura Murphy, dans le monde du cirque. Elle signe une performance qui ne s'embarrasse d'aucun tabou, avec juste sur scène une corde lisse et un rouleau de film étirable. Avec une bonne dose d'humour, donc, Contra interroge les dominations sociales et historiques du corps féminin et débusque les regards portés sur lui. Voici un extrait de Contra. Sometimes ovulation makes me want to have sex. Lots of sex. Étonnante performance. Justement, on a envie de vous poser la question. Docteur Dahlem, vous êtes chirurgien esthétique. Est-ce que ça vous interpelle, ce genre de performance sur le corps féminin, justement? Oui, beaucoup. Ça démontre une libération du corps féminin, de la femme, de tout cet ensemble de critères qu'on a tendance à réserver dans la pudeur, mais qui s'extériorisent par ce genre de spectacle et plus encore. Je passerai peut-être ça fait écho à ce que la parole à Carl. Oui, c'est ça, ça fait vraiment écho à ce livre Irène Guéraud, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une libération de la parole, et il n'y a rien d'exhibitionniste, c'est ça, dans les images qu'on a vues, il y a beaucoup de pudeur en même temps, et elle affiche son corps avec fierté, c'est magnifique, c'est génial. Allez, moi aussi, c'est parti. Le mouvement aussi, le mouvement il donne vie, un corps de femme c'est un corps qui vieillit, qui bouge, qui subit la gravité, la pesanteur, tout ça, très joli. Très joli. Et qui reste très fort. Ouais. Attends. On enchaîne avec l'Île-et-Vilaine, les amis. Cette fois, un festival musical qui revient réchauffer le mois de novembre. Un festival qu'on aime beaucoup. Et ce festival s'ouvre sa 30e bougie cette année. Il s'agit du festival Jazz à l'Ouest, orchestré par la MJC Bréquigny, que vous connaissez. Jusqu'au 23 novembre, vous pouvez savourer oreilles et yeux grands ouverts ce beau plateau musical mêlant jazz, groove, rock, blues, hip-hop et folk avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Alors les femmes sont aussi à l'honneur, comme la jeune trompettiste Ariel Besson, devenue incontournable sur la scène jazz. Elle joue samedi avec la chanteuse scandinave Isabelle Sorling. De nombreux concerts et autres temps forts ce dimanche, des animations gratuites pour tous, suivies d'un concert et d'un bal du groupe rennais Veni, Vidi et Sunghi. Ça vous fait allusion à qui ça? César. Veni, Vidi et Vici. Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. Ben là, vous viendrez, vous danserez, vous swingerez. Allez, on termine le voyage, Sabine, dans le Morbihan. Cette fois, on va s'envoler pour la Réunion. Oui, un super voyage. Alors cap la presqu'île de Ruiz pour plonger dans la culture métissée de l'île de la Réunion. Alors grand amphore avec la venue d'artistes contemporains qui revisitent leur héritage culturel, comme le Sega et le Maloya. Concert notamment demain soir de Maya Kamati. On écoute son dernier opus qui s'appelle Pandillé. C'est chouette, ça. On dansait gentiment. Un bel envol, hein. Donc c'est de la musique au programme, mais aussi du cirque avec la compagnie Circonflexe, des rencontres, débats et du cinéma avec la projection de courts-métrages et de documentaires de jeunes réalisateurs réunionnais, sans oublier bien sûr la gastronomie réunionnaise. Voilà. Vous avez vu notre réaction, qui donne l'eau à la bouche. Et ce bel événement, donc Regard sur la Réunion, se déroule tout le mois de novembre sur la presqu'île de Ruiz. Bon, qu'est-ce qu'on choisit? C'est difficile d'aller partout, mais ça c'est quand même pas mal. Peut-être le Carré Magique aussi, Lannion, le cirque, c'est sympa aussi. Merci beaucoup Sabine. On va maintenant
s'intéresser à nos petits amis, nos petits amis pour la vie, comme dirait Catherine. Il y en a, chirurgie esthétique ou pas, ils vous aimeront tels que vous êtes. C'est ça. Et Billy, d'ailleurs, allait trouver un petit chien, une petite fienne à la SPA de Rennes. Découvrons-le tout de suite. Eh ben, on y va, Billy, c'est à vous. J'étais en train de me demander si les petits biscuits qu'on donnait aux chiens se mangeaient. Jennifer me dit peut-être pas. Convaincu. Bah, ça sent bon, honnêtement. Ça mange. Bon, j'en ramène rien sur le plateau et on fera le test. Alors, on n'est pas venu là pour ça, on est venu là pour voir cette demoiselle qui est toute timide là. Oui, toute timide, toute douce et toute timide, c'est Ariel. Ariel, oh quel nom de princesse Ariel. Hein. Une petite douceur, une petite merveille de chienne. Tu veux goûter ça, Qui toi? n'a pas dû avoir un début de vie très facile. D'accord, ok. Vraiment, ça a dû être compliqué pour elle parce que voilà, elle a beaucoup de mal à faire confiance en l'humain. D'accord. Ça vient de plus en plus hein, avec nous, elle est de plus en plus à l'aise. En tout cas, elle n'est pas agressive. Absolument pas. Hein? Alors ça, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'on verra jamais. Ariel agressive, c'est vraiment une chienne. Elle a l'air sympa comme tout. Alors, qu'est-ce qu'on lui cherche? On lui cherche une maison? Alors, on lui cherche une maison de préférence, bien clôturée et surtout avec des copains. Avec des moins copains. un. Ok. Mais voire plusieurs. Sinon, c'est impossible. C'est une chienne qui aime vivre en meute. Voilà. D'accord, ok. Ici, elle adore les copains. Elle cherche pas du tout à fuguer parce que justement, elle a sa petite meute à elle. Ok. Et c'est une chienne qui a vraiment besoin de ça pour se sentir bien dans sa famille. Donc, si on a 1, 2, 3, 4, 5 chiens, sans problème. Oh, sans problème, elle s'adaptera à tout le monde. Elle est hyper sociable. Elle aime autant les grands que les petits, les mâles, les femelles. Enfin, D'accord. c'est une chienne qui pourra vivre avec des chats, des enfants, des chiens. Il faut juste voilà, un terrain bien clôturé et puis de la patience parce qu'elle aura besoin de beaucoup de douceur et beaucoup de patience. Elle a quel âge, Ariel? On n'a pas dit. Elle a à peu près 6-7 ans. D'accord, on ne sait pas trop son âge. Oui, c'est une chienne qui a été trouvée, donc c'est une estimation. D'accord. En tout cas, c'est une chienne qui a énormément à offrir et ce sera un cadeau tous les jours, justement, parce que c'est une chienne qui va se dévoiler jour après jour. Ça marche. Et ce sera la plus belle récompense pour sa future famille. Eh ben, écoutez, je crois que là, on a bien résumé la situation. Ariel, elle cherche que des copains, des caresses et puis des gros câlins. Beaucoup d'amour. Vraiment de C'est cœur, une chienne très oui. tendre et qui a un regard qui en dit long. Ça marche. Elle a besoin de gros câlins. Allez, à bientôt tout le monde. Bon appétit. Bon, on est 7 à avoir craqué sur le plateau. Franchement, un gros coup de cœur. Ariel vous attend donc à la SPA de Rennes. Que vous ayez une meute d'enfants, une meute de chats, une meute de chiens. En tout cas, il faut vraiment l'adopter, cette petite chienne qui a besoin de câlins. C'est fini déjà pour aujourd'hui, les amis. Et oui, on se retrouve demain à 10h45. On s'intéressera à la thalassothérapie en Bretagne. Pas facile à dire. Voilà, dans quelques instants, vous retrouvez votre série Itinéraire Bretagne avec une immersion à Carhaix qui est proposée par Isabelle Rettig. Et puis ce midi, eh bien, vous retrouverez bien entendu votre journal régional. On vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne. Kenavo, voilà, je ne sais pas comment on le dit en réunionnais, mais voilà. Ou alors là, c'est c'est ça, toujours. On la retrouve, c'est ça? La retrouve, pardon, me dit Vanessa. Voilà, merci beaucoup à tous. Belle journée. La retrouve.